Bonjour, Hubert Huertas, François Bonnet, pour le 50e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Aujourd'hui, manifestation ou manipulation. Emmanuel Todd, vous le savez, qui s'exprime d'ailleurs par ailleurs sur Mediapart, a ouvert un débat sulfureux sur les énormes manifestations du 11 janvier dernier. Nous avons choisi d'y revenir et d'élargir le propos avec un regard, disons, distancié. Ce regard, c'est le vôtre, Akram Belkaïd. Bonjour. Bonjour. Pour faire court, vous êtes journaliste, vous êtes algérien, vous travaillez à Paris, vous publiez, entre autres, dans l'Écho d'Oran, des chroniques intitulées « La France vue par un blédard ». Le 7 mai, dans cette chronique, vous avez parlé des vérités dérangeantes d'Emmanuel Todd, en soulignant à quel point son livre dit des choses fortes et justes sur les fractures de la société française. Et pourtant, le 15 janvier, c'est-à-dire 4 jours après la marche, dans la même chronique, vous écriviez « C'était beau, oui, il faut le dire, et s'y arrêter quelques lignes, les marches du 11 janvier à Paris et dans d'autres villes étaient belles et impressionnantes. C'est beau, un peuple qui se découvre, qui réalise, répète et clame que l'amour et la paix devraient être plus forts que la haine et la violence. » Alors, expliquez-nous, qui voit juste? Vous, qui dites le 11 janvier c'était beau, ou alors Todd qui lance quand on réunit à 4 millions de personnes, quand on se réunit pour dire que caricaturer la religion des autres est un droit absolu, on peut dire qu'on est dans un pays formidable, mais que ce n'est pas le cas. Donc pour résumer, vous dites c'était beau et lui il dit c'était pas beau. Oui, alors, loin de moi l'idée de m'attaquer au travail d'Emmanuel Todd ou même d'entrer en confrontation. Je pense que la divergence principale, effectivement, constitue sur les motivations des gens qui sont sortis manifester le 11 janvier. On ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse affirmer que les gens qui sont sortis manifester le 11 janvier l'ont fait dans une démarche islamophobe ou pour décréter le droit à la caricature. Je pense qu'il y a eu une émotion nationale, il y a eu une révulsion nationale, beaucoup de gens ont été choqués, et je pense que cette manifestation du 11 janvier a sauvé beaucoup de choses, en tout cas a permis de garder une certaine cohésion, une certaine cohérence au sein même de la société française, à un moment où après les tueries de Charlie Hebdo et les tueries de l'Hypercacher, on sentait que les choses pouvaient déraper dans ce pays qui vit dans une conjoncture assez difficile, notamment son rapport à l'islam. Donc voilà un peu, je ne pense pas qu'on puisse dire que la manifestation en elle-même ait été une manipulation. Par contre... ensuite, il y a ce qu'on a appelé l'effet 11 janvier. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, je pense qu'on pourrait avoir un débat sur comment cette manifestation aussi a été organisée. Peut-être que certaines initiatives ici ou là ont dérapé dans certains slogans, etc. On pourrait y revenir. Mais ce qui est important, c'est effectivement la manière dont cette manifestation a été sacralisée par la suite. On a décrété l'existence d'un esprit du 11 janvier et dans plusieurs milieux, notamment journalistiques, mais aussi intellectuels et politiques, on a fait de cet esprit du 11 janvier, finalement, quelque chose à laquelle ne répondaient peut-être pas les marcheurs. On a décidé que l'esprit du 11 janvier consacrait le droit du blasphème, que l'esprit du 11 janvier signifiait qu'une partie de la communauté musulmane qui cherche à s'exprimer devait finalement faire profil bas, etc. Donc c'est là où par contre, effectivement, Emmanuel Todd a raison, c'est de dire que cet esprit du 11 janvier, ma foi, il est nécessaire de débattre à son propos, de discuter de ce qu'il veut dire, et peut-être on a le droit de ne pas être d'accord avec cet esprit du 11 janvier. Oui, et d'ailleurs, dans votre texte, vous, du 15 janvier, hein, oui. Le départ, c'est ce que je citais tout à l'heure, vous dites un peu plus tard, que restera-t-il de toute cette fraternité, de ce qui a été très ou trop vite proclamé esprit du 11 janvier, vous l'écrivez le 15, hein. La réponse va dépendre de la manière dont sera résolue ou non cette équation à plusieurs inconnus qui caractérise depuis longtemps la France. Alors, quels sont ces inconnus? Et puis, quels sont éventuellement, ou plutôt, par rapport à ces inconnus, quels sont ces non-dits? Je pense qu'il y a le non-dit majeur, même si c'est sur la table, mais le non-dit majeur, c'est l'inconfort, en tout cas, ou l'hostilité d'une partie de la société française à l'égard de la présence de l'islam sur le sol français. Et cet inconfort, il se traduit pas simplement par la montée en puissance de partis comme le Front National, c'est qu'on trouve aussi cet inconfort dans ce qu'on appelait jadis les forces progressistes, au sein même de la gauche,
où finalement il y a une espèce de discours très virulent à l'encontre de l'islam dit radical, mais on sent bien que ce discours virulent s'étend aussi, concerne aussi toute une communauté, plusieurs communautés, parce qu'il n'y a pas qu'une seule communauté musulmane en France, il y en a plusieurs, et on se retrouve avec des discours parfois stigmatisants, parfois qui remettent en cause même certaines revendications et qui font fi aussi de la réalité sociale. Parce que souvent, dans tout le débat autour de l'islam en France, on oublie qu'une grande partie, et c'est ce que rappelle Emmanuel Todd, et pour cela il a raison aussi, on rappelle qu'une grande partie des musulmans de France appartiennent aux catégories sociales les plus défavorisées, qu'ils n'ont pas toujours les moyens de s'exprimer, de se défendre, qu'ils ne maîtrisent pas toujours la prise de parole publique et le débat public. Et donc on a affaire à un moment donné à un déséquilibre énorme où on voit une partie des élites débattre sans fin sur l'islam et en l'absence des principaux concernés. Et c'est ça qui pose problème aussi aujourd'hui en France. François Bonnet. Oui, alors Akram Belkaïd, vous êtes dans une position qui est très intéressante parce que d'une certaine manière, vous êtes le passeur entre les deux rives de la Méditerranée. Journaliste algérien, vous vivez en France, suivant l'actualité française, vous racontez à un lectorat algérien ce qui se passe en France. Et vous le racontez de manière justement subtile, ce qui fait que votre chronique du Blédard dans le quotidien d'Oran est une chronique qui est lue de près, si je puis dire. Qu'est-ce qui est le plus difficile à dire aujourd'hui de la France à un public, à un lectorat maghrébin? Il n'y a pas de ligne rouge. Il n'y a pas de ligne rouge. Pour moi, ce qui est important, c'est le travail d'éclaircissement et d'apaisement des choses. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ne pas renforcer les clichés. Je suis le premier à critiquer la presse française parce que je trouve elle abonde, les clichés à l'égard du monde arabe et du Maghreb abondent dans cette presse. Et en même temps, je fais très attention à ne pas renforcer les clichés que peuvent avoir les Maghrébins à l'égard de la société française. Si on reste dans le cas de l'islam, par exemple, j'essaye aussi de dire ou de l'immigration, la France, ce n'est pas simplement la xénophobie ou des gens qui n'aiment pas les musulmans. C'est aussi des gens qui s'engagent auprès des musulmans, qui défendent les musulmans, qui ont une certaine idée de ce qu'est la grandeur de la France et qui sont présents sur le terrain, qui défendent aussi les immigrés, qu'ils soient clandestins ou pas. Et donc, je ne perds jamais de vue cette obligation. De même, parfois, j'essaye aussi d'inciter les lecteurs à comprendre les motivations de ceux qui pourraient juger de manière sévère et un peu trop rapide. La question du voile intégral, par exemple, qui est interdit en France, j'ai rappelé au lectorat algérien que dans les années 80, quand ces voiles ont commencé à apparaître en Algérie, nous-mêmes en Algérie avions été choqués de cet accoutrement, de ces vêtements. Et nous en avons... il y a eu une émotion en Algérie. Donc j'ai essayé d'expliquer en disant, comprenez que cette émotion puisse aussi exister dans un pays de tradition catholique, chrétienne, qui n'a pas l'habitude de voir ça. De toutes les façons, voilà, c'est pas simplement une question de gens qui sont racistes ou islamophobes. Il y a aussi des contingences culturelles à prendre en compte avant même tout raisonnement d'ordre politique. Alors, je reviens un petit peu en arrière, et où vous semblez d'accord avec Todd, c'est pour considérer, et c'est, je dirais, un des aspects très intéressants dans le travail de Todd, que les populations musulmanes, c'est aujourd'hui les classes populaires en France. C'est beaucoup. Et qu'il est difficile de distinguer ce qui relève de la question religieuse de ce qui relève de la question sociale. Oui. On a dit qu'à Marseille, par exemple, les jeunes des quartiers nord n'étaient pas allés manifester. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller dans le centre-ville où se déroulait la manifestation, qu'une partie des transports en commun fonctionnait ou ne fonctionnait pas, et qu'il y a aussi des paramètres différents qui expliquent cette relative absence lors de cette fameuse manifestation du 11 janvier. Comment articuler cette question religieuse, l'islam en France, et la question sociale ?
Pour moi, la question sociale, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que je dirais même qu'elle devrait primer sur le reste. Or, on a tendance en France à l'oublier, à la reléguer et à mettre en avant des disparités religieuses qui souvent en réalité ne sont que des disparités culturelles, qui sont, parce qu'on parle de communauté musulmane de France, je pense qu'on a plus des communautés de culture au pluriel musulmane, où chacun a fait son petit marché, à son habitude, à son legs culturel et s'affirme en tant que musulman, alors qu'en réalité, il est français comme les autres. Et d'ailleurs, souvent, beaucoup de membres de ces communautés ne veulent pas être définis par leur religion ou par leur supposée appartenance à la religion musulmane et préfèrent qu'ils soient considérés comme étant des citoyens français. C'est d'ailleurs un des grands paradoxes des défenseurs acharnés de la laïcité, qui consiste à dire que la France est laïque, on n'a pas à déterminer les gens par rapport à leur religion, et dès qu'on a le moindre incident, c'est de pointer un doigt accusateur à l'encontre des musulmans en leur disant « mais pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous ne vous parlez pas? Pourquoi les musulmans se taisent-ils » Comme s'ils avaient accès aux médias, comme s'ils avaient envie aussi de parler en tant que musulmans. Ce sont des citoyens. Donc pour moi, effectivement, la question sociale, elle est fondamentale. C'est pour ça que souvent, j'ai la sensation que la question de l'islam est aussi un problème d'élite française. C'est-à-dire que quand on regarde, et ça aussi Todd le dit bien, on regarde la société française, on se rend compte que cette intégration dont tout le monde parle, elle s'est faite au niveau des classes populaires. On voit bien qu'il y a des mariages mixtes, que je dis souvent que l'exemple que je prends, c'est le supermarché ou les centres commerciaux de banlieue ou de certaines villes, le samedi après-midi, où on se rend compte que la classe populaire, les classes moyennes, c'est aussi les gens d'origine étrangère, les Maghrébins notamment, et les subsahariens aussi. Donc là, ça se fait. Il y a des mariages mixtes, il y a des croisements. Le problème, à mon avis, il réside aussi dans les élites, chez les élites. Les compartiments demeurent. L'étanchéité est absolue. Elle est d'abord absolue. Le plafond de verre existe. Les élites, qu'elles soient politiques, économiques et même médiatiques, sont encore fondamentalement monocolores. Et on le sent bien quand arrive un débat sur la question du voile, quand arrive une question sur... On va avoir le ramadan dans quelques semaines. Je suis prêt à prendre le pari ici même qu'on va avoir notre polémique de l'année sur le ramadan. Quelqu'un, quelque part, va faire des déclarations. On a eu les petits pains de François Copé. On aura autre chose aujourd'hui. Mais ça prouve que le décalage, à mon sens, qui existe entre des élites qui sont figées sur leurs avoirs et sur leurs positions, et une société française qui, en réalité, est en train de bouger et en train de se transformer. Est-ce que vous voulez dire que la question sociale répond totalement au problème? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question religieuse? Parce que vous connaissez l'argument. L'argument est que, en France, la question religieuse, pour une raison sociale, parce que les choses sont assez déterminées. La question religieuse s'alimente des problèmes sociaux, mais qu'ailleurs dans le monde, et qu'il y a dans le monde, pour 1000 raisons, et une raison par pays, un problème avec l'islam. Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez déjà entendu cet argument, et donc qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne vais pas nier qu'il y a la primauté de la question sociale ne doit pas nous faire oublier le reste. Et notamment, effectivement, les conséquences de l'ébullition actuelle qui existe dans le monde musulman, sur le fait que le monde musulman, et notamment le monde arabo-musulman, a connu énormément d'événements, de violences, de mutations négatives, et qu'il est effectivement certain que tout ça ne peut pas ne pas toucher les musulmans qui vivent en France. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut vivre en France en étant de foi musulmane et en accord avec les lois de la République? À cette question, je réponds oui à 100%. Il reste que la suspicion demeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui pratique sa foi de musulman est constamment obligé de montrer patte blanche, si j'ose dire, et de prouver qu'il est loyal à l'égard de la République, qu'il est loyal à l'égard des lois de la République. Et donc, dans cette atmosphère de suspicion générale, on met en avant certains incidents, certaines questions
qui méritent débat. La question du voile, par exemple, on a de manière récurrente, elle est instrumentalisée. Il y a la question du voile, mais il y a la question de la jupe qui est survenue. Alors la question de la jupe... qui a fait la une d'un grand quotidien, oui, le journal Le Monde, quotidien de référence. Oui, alors combien de jeunes filles portent une jupe longue et est-ce qu'on peut considérer que c'est une dérive? Pour moi, alors là, ça pour le coup, vu avec ce regard un peu décalé... Du blédard. Du blédard, oui, je trouve que c'est la preuve. À mon sens, ce genre de débat sur la jupe, ça mobilise les émissions de télévision. Ça prouve que quelque chose ne marche pas très bien dans ce pays et que la France est en train de perdre un peu la tête quelque part. Vous écrivez bien pire que ça, si je puis dire, puisque vous écrivez que la France s'est engagée dans le scénario d'une confrontation stupide et hystérique. Oui, il y a les ferments à la fois d'une stupidité et d'une hystérie sur des choses sur lesquelles on doit débattre. On doit effectivement débattre, on doit débattre de la laïcité, on doit essayer de convaincre les gens, on doit expliquer ce que c'est, on doit aussi... Et puis la change bouge. On ne peut pas à la fois avoir accueilli autant de populations d'origine étrangère, en tout cas de culture musulmane notamment, et penser que ça va être neutre sur la constitution de la société elle-même. Or, ce que la France aujourd'hui, quelque part, refuse, c'est de changer. Elle pense qu'on peut rester peut-être dans la France des années 50, dans la France des années 60, où les immigrés de confession musulmane rasaient les murs et ne prenaient pas la parole en public. Ben, ça a changé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est tout ce débat. Et j'ai l'impression que pour des raisons diverses, notamment aussi des stratégies individuelles au sein des élites, de promotion, d'autopromotion, on va vers l'hystérisation. Enfin, toutes les élites et toute la société, ou bien il y a des secteurs de la société qui soufflent sur les braises et d'autres qui... Alors, une grande partie de la presse française souffle sur les braises. Écoutez, vous prenez un an de une des 4 ou 5 principaux hebdomadaires français et vous vous rendez compte qu'on a l'impression que du point, voilà, c'est l'islam sans gêne, l'islam radical, l'islam des banlieues. On a l'impression que le seul problème de ce pays, c'est l'islam. Et on oublie les chômeurs, on oublie les travailleurs pauvres, on oublie l'absence totale de réflexion sur l'Europe, on oublie l'adaptation à la mondialisation. Le monde entier bouge et on a l'impression que le seul et unique problème, justement, de cette hyper-focalisation sur ce problème. Complètement. Et on joue à faire peur aux gens. C'est-à-dire qu'au lieu d'apaiser le débat, on fait peur aux gens. Pour poursuivre la question d'Hubert, quelle responsabilité vous attribuez au pouvoir politique et au gouvernement dans ce jeu dangereux et dans ce scénario catastrophe qui est en train d'être écrit? Bien, écoutez, quand on est dans un contexte aussi tendu, de gens qui sont à cran, d'un côté comme de l'autre, et c'est anxiogène. La question, tout ce qui tourne autour de l'islam, et ce n'est pas simplement à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, avec l'émergence du groupe de l'État islamique, etc. La question de l'islam rend les gens nerveux. Le rôle d'un homme politique dans cette question-là, c'est d'essayer d'apaiser les choses et d'essayer d'avoir des discours qui incitent à la compréhension mutuelle, au débat. Alors, il y a des mots qui semblent être passés de mode, comme la fraternité, comme l'indulgence, comme l'empathie. Et on a des hommes politiques qui, de manière, à gauche comme à droite encore une fois, qui de manière récurrente nous disent par exemple que la question du halal, la viande halal, est un point fondamental. Je pense notamment ça, c'est Sarkozy. Oui, oui, mais vous savez, Sarkozy n'est pas n'importe qui. Il a été président de la République. Mais le pouvoir actuel... Le pouvoir actuel qui, très vite, après les attentats, dit pas d'amalgame. Donc là, on a unité nationale. Pas d'amalgame et qui, en même temps, somme les musulmans de s'expliquer, de s'organiser, de ce que vous disiez, de montrer patte blanche. Il les somme et il leur demande de s'organiser alors que peut-être eux-mêmes n'ont pas envie de s'organiser sur la base d'une base religieuse. Et puis il y a aussi cette question, ces débats, ces ballons d'essai, quand par exemple émerge le débat sur est-ce qu'il faut interdire ou pas le voile à l'université.
voilà, on laisse pas, on envoie des ballons d'essai par quelques personnalités politiques, je dirais, de second rang, et puis on se dépêche de faire semblant d'éteindre l'incendie en disant c'est pas d'actualité aujourd'hui. Oui, mais le mal est fait. Le mal est fait parce que ça recommence à contribuer à... Il est venu du même endroit, la question du voile, Oui. enfin la question c'est un peu floue. Disons que là encore, Nicolas Sarkozy a Non, été... mais c'est venu aussi à gauche. C'est venu la, aussi à gauche. La secrétaire d'État actuelle. Il y a quand même un secrétaire d'État qui s'est prononcé pour, et donc, enfin, je veux dire, on ne va pas être naïf, on ne me fera jamais croire que ça n'a pas été un ballon d'essai, que c'est une initiative individuelle, c'est un ballon, un test pour voir ce que c'est. Et ma grande crainte, elle est que face à une difficulté de juguler la crise économique, de relancer la machine économique, on le voit bien, on voit bien quelle est la situation de la France aujourd'hui. Ma grande crainte, c'est que la campagne électorale, parce que c'est ça qui se profile, que la campagne électorale pour la présidentielle de 2017 soit qu'on ait de nouveau ce poison, comme on a eu le poison de l'identité nationale, on va avoir, où le thème de l'islam en France va constituer un grand débat, mais pas un débat avec les intéressés, mais un débat fait d'anathèmes, de suspicions. C'est Estrosi, Anis qui parle de 5e colonne en France. C'est d'une gravité incroyable. Donc, le résultat, c'est qu'on parlait tout à l'heure des classes populaires. Il se trouve qu'il y a une partie des gens qui sont de culture ou de religion musulmane qui font partie aujourd'hui des classes moyennes, qui sont totalement, entre guillemets, assimilées, qui sont totalement intégrées et qui... Et alors, ce que je remarque, c'est que tous ces débats contribuent à une chose, à faire en sorte que ces gens eux-mêmes se radicalisent. Par colère, par accablement. Certains pensent à quitter la France. On est tout de même dans un contexte assez dommageable. Pourquoi la gauche est aussi mal à l'aise, aussi contradictoire, voire aussi suspicieuse sur ces questions, selon vous? C'est quoi? C'est une mémoire coloniale qui continue à ne pas être maîtrisée, c'est une laïcité qui est totalement instrumentalisée, c'est... Alors, je ne suis pas un spécialiste de la gauche française. Ce que je sais par contre, c'est qu'effectivement, la gauche française n'a pas soldé ses comptes avec le passé colonial. On oublie, alors certes, il y a eu les porteurs de valises, il y a eu, par exemple, si je dois parler de la guerre d'Algérie, on oublie tout de même qu'une grande partie de la gauche française était à voter les pouvoirs spéciaux, à considérer qu'il fallait faire la guerre en Algérie, et que les premières grandes manifestations contre la guerre d'Algérie sont intervenues tout de même quelques mois avant l'indépendance, pas avant. Et que c'est la droite, en l'occurrence, enfin, si on peut dire que le général de Gaulle était de droite, c'est la droite qui a fait, en tout cas qui a mené le processus d'indépendance de l'Algérie, de décolonisation. Il y a un vrai problème par rapport au passé colonial de la gauche. C'est-à-dire que la gauche aujourd'hui revendique une espèce d'aura morale qu'elle n'a pas par rapport à la colonisation. Elle a joué un rôle elle aussi, et donc aujourd'hui, face aux enfants et aux descendants des colonisés, elle est mal à l'aise. Et la gauche a toujours eu une posture morale qui consistait à dire, dans la mesure où elle n'est pas raciste, elle ne peut pas être accusée de racisme. Donc quand par exemple on refuse l'investiture à un jeune beurre en Seine-Saint-Denis et qu'on parachute quelqu'un qui vient des beaux quartiers parisiens au nom de la gauche, c'est pas du racisme, c'est juste une stratégie électorale. Or, on sait très bien aujourd'hui que, y compris au sein des appareils de gauche, de partis de gauche, ceux qui appartiennent aux minorités dites visibles ont du mal à émerger, à fracasser le plafond de verre parce qu'il y a un souci de promotion, en tout cas d'ouverture et d'égalité des chances. Sur la laïcité, là aussi, il y a un vrai débat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de nouveau un débat sur cette question-là, puisque visiblement, la laïcité n'est pas entendue de la même manière par tout le monde. Il y a des gens qui disent pas de traces de religion visible dans la société. Or, à l'origine de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, c'était la neutralité de l'État, mais on n'interdit pas aux gens d'avoir... Et là, aujourd'hui, on a une espèce d'un radicalisme, comme si il fallait se prémunir d'une volonté de réimposer l'Église catholique.
une nouvelle Église qui, à mon avis, à part quelques minoritaires, il ne faut pas le nier, vous parliez tout à l'heure des problèmes, oui, il y a du prosélytisme, il y a des gens qui surtout arrivent de l'étranger, je pense notamment à la question des imams qui ne connaissent rien à la France et qui ont en tête simplement de réislamiser les immigrés ou les enfants d'immigrés. Et donc ça pose de vrais soucis. Alors, cette question, et puis on va arriver au bout de notre débat, justement, vous évoquiez 2017 et les risques que cette question de l'islam se pose et se pose mal. Mais est-ce qu'il est possible de la poser tranquillement, sachant que personne ne peut empêcher en France quelqu'un d'extrémiste ou qui ne se présente pas lui-même comme extrémiste de tenir les propos qu'il voudra et qui vont mettre le feu au débat. Donc ma question, est-ce qu'on peut poser calmement cette question si cette question mérite d'être posée ? Pour moi, on peut la poser. On peut la poser sans risque de dérapage ? Il y aura des dérapages. Il y aura des dérapages, c'est incontestable. Dès que vous donnez la parole publique, vous ne pouvez pas empêcher des extrémistes, effectivement, de la prendre, etc. Mais si on organisait ici ou là, si la société civile, si les politiques acceptaient l'idée d'un débat un peu plus ouvert, et en acceptant aussi de dialoguer avec ceux qui souvent sont exclus du débat public. C'est-à-dire que, je suis désolé de le dire, mais dès lors qu'on a une émission de grande écoute à la télévision sur la question de l'islam, qu'est-ce qu'on a ? On a quelques intellectuels français, radicaux, laïcs, qui maîtrisent tous les codes de la communication, l'historique et l'histoire de France, et en face d'eux, qu'est-ce qu'on a ? On a des gens qui sont incapables de s'exprimer correctement en langue française, qui souvent ont une connaissance plus ou moins vague de la manière dont fonctionne la République, et ça se termine là. On ne peut pas avoir des débats sérieux si on a ce genre de mise en scène. Les communautés musulmanes de France ne peuvent pas être représentées par des gens qui s'autoproclament représentants. C'est dans la diversité, c'est dans l'organisation d'un débat comme celui-ci et d'autres qu'on arrivera peut-être petit à petit à faire passer l'idée que ce sont plusieurs communautés, qu'elles sont travaillées certes par des désirs et des sentiments antagonistes, mais que la majorité, la grande majorité veut vivre en harmonie dans ce pays sans remettre en cause ce qui fait sa cohésion. Ce débat, vous le souhaitez ? Oui, il est temps, parce que sinon on va vers l'affrontement. Je souhaite, comme je l'ai dit, de l'empathie. Je reprends le terme qui vient d'ailleurs du Canada et du Québec, qui est celui des accommodements raisonnables. Il y a peut-être des accommodements raisonnables à faire entre une vision pure et dure de la laïcité et la présence de gens qui veulent pratiquer leur foi. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre des Corans dans tous les établissements publics ou qu'on va décréter que le voile doit être autorisé partout. Mais c'est aussi des discussions. Il y a 20 ans, je vais vous citer juste une anecdote. Il y a 20 ans, avec des confrères français, j'ai eu une discussion très difficile et qui s'est d'ailleurs très mal terminée sur le fait qu'à l'époque, je disais, reprenant les idées de Mohamed Harkoun, il faut enseigner l'histoire des religions dans l'école publique. Ça paraissait pour eux quelque chose d'inadmissible. Ça se fait aujourd'hui, c'est un progrès, c'est ce que j'appelle un accommodement raisonnable par rapport à une vision radicale de la laïcité. Merci Akram Melkaïd, merci d'avoir participé à ce 50e numéro d'Objection. Merci à François Bonnet d'avoir préparé et présenté cette émission avec moi. Et merci à toute l'équipe de 5e Étage Productions.